ces noces du communisme et du capitalisme, c'est un thème que j'avais abordé assez brièvement dans un ouvrage antérieur consacré à l'esprit de Philadelphie. Je tenais à y revenir parce qu'il me semble que c'est très important pour saisir le fait qu'est-ce qui s'est passé avec la chute du mur de Berlin et 10 ans auparavant avec les réformes Deng Xiaoping qui, à mon sens, sont un événement aussi important et même plus précoce et donc annonciateur que la chute du mur de Berlin. Généralement, ces événements sont vus comme la victoire du capitalisme sur le communisme, mais si on y regarde de plus près, ce n'est pas ce qui se passe, c'est plutôt un phénomène d'hybridation qui donne des fruits évidemment différents dans les différents pays, mais où l'on peut il est possible de mettre en évidence des traits communs. Pour le faire, il faut revenir en effet à ce que fut l'expérience soviétique, où Lénine, qui n'avait pas d'ailleurs de doctrine économique particulière, enfin il s'est inspiré notamment d'un auteur allemand, on a conçu ces plans, et la planification soviétique, c'était évidemment l'idée que par un calcul d'utilité collective centralisé, qui serait opéré au niveau du gouvernement de l'Union soviétique, on arriverait à faire progresser le pays dans son ensemble et à faire avancer le bien commun. Donc, l'institution clé de ce processus était le Gosplan. L'Union soviétique s'est dotée d'un système statistique gigantesque et à partir de ces données, on avait un mouvement où on faisait partir du centre un projet d'objectifs chiffrés vers la périphérie par toute une cascade d'institutions intermédiaires. Et ensuite, il y avait des commentaires de ces projets, il y avait une remontée. Ensuite, en fonction des réponses qui étaient faites, on élaborait le plan et le plan redescendait sous forme de directives juridiques. C'est là qu'on retrouvait du droit, c'est sous la forme de ces directives, mais ces directives étaient l'expression directe de calcul. Donc on avait affaire à ce qu'on peut appeler là, non pas de la gouvernance, mais un gouvernement par les nombres, puisqu'on avait toujours la distinction de gouvernants et gouvernés, de dirigeants, donc qui étaient l'avant-garde de la classe ouvrière, que l'on voyait lors des défilés sur la place Rouge, et puis la masse ensuite des travailleurs qui devaient mettre en œuvre, via ces consignes, les chiffres et les objectifs. Et ces objectifs, notamment, s'exprimaient dans ce qu'on appelait des chiffres de contrôle, qui étaient des sortes de macro-figures. Et à mon sens, pour ne donner qu'un exemple, le classement de Shanghai qui est plus ou moins à l'arrière-plan de toutes les réformes universitaires françaises, si on veut faire toujours plus gros pour monter dans le classement de Shanghai, est un sous-produit direct de techniques de planification soviétique, de ces grands chiffres de contrôle. Donc, de voir son incidence aujourd'hui sur le pilotage des systèmes de recherche est assez plaisant. Dans le cas de la Cour de justice de l'Union, et pas seulement la Cour de justice de l'Union, on peut y voir à l'œuvre ce qui a été l'application de l'idée de gouvernance par le nombre dans le champ juridique, qui est la théorie dite Law and Economics, c'est-à-dire c'est une doctrine qui s'est développée d'abord à Chicago, dans le sillage de Milton Friedman et de l'école de Chicago en économie, et un certain nombre de théoriciens du droit, l'un des plus fameux s'appelle Richard Posner, ont développé l'idée selon laquelle toute règle pouvait faire l'objet d'un calcul d'utilité, et donc pour savoir quelle est la règle juste, il faut procéder à ce calcul. Ce qui est mis en œuvre dans la jurisprudence de la Cour de justice. Et à cette aune, il n'est plus de principe intangible. Tout doit être pesé, c'est ce qu'on appelle le principe de proportionnalité. L'une des expressions les plus caricaturales de cette méthode, vous la trouvez dans l'arrêt Viking, qui est un arrêt bien connu des spécialistes de droit social, puisque c'est un arrêt où la Cour de justice entend soumettre le droit de grève à un calcul d'utilité économique ou l'exercice de la liberté syndicale. Et dans cet arrêt Viking, il est dit le principe de dignité humaine doit être harmonisé avec les libertés de la concurrence et de la libre entreprise. Donc, alors que dans la pensée, lors de ce grand sursaut
ce que j'appelle un sursaut dogmatique de la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'énoncé des grands textes, c'est là que le principe de dignité était apparu comme un véritable intangible, ce qu'il est par exemple dans la Constitution allemande, où il est même interdit, par des réformes constitutionnelles, de remettre en cause. Or, on voit que, pris dans la mécanique de ce calcul d'utilité, tout doit rentrer dans le calcul économique. Donc c'est un très bon exemple de ce qui anime la Cour de justice. Mais on pourrait montrer ça à l'œuvre dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel français aussi bien aujourd'hui. Dans le cas de ce qui s'appelait encore la communauté européenne, elle s'était dotée de règles sociales communes, de ce qu'on appelait l'Europe sociale à l'époque, qui était un des objectifs affichés de la communauté. Et les seuls qui n'en voulaient pas étaient les Britanniques. L'arrivée des anciens pays communistes dans l'Union a complètement bouleversé les équilibres, notamment dans la composition de la Cour de justice, puisque ces pays étaient les héritiers directs de l'expérience de type soviétique, où le droit est considéré comme un instrument au service de l'économie. Alors, il y a eu une conversion des esprits au néolibéralisme, mais qui pouvait se faire très facilement, puisqu'il n'y avait pas un grand respect de la loi. Tsvetan Todorov le note très bien en disant « tout était négociable dans ce système, l'idéologie apparaît comme des fictions ». Donc il y a eu cette conversion générale vers les formes les plus extrêmes de l'ultralibéralisme dans ces pays, et ça a eu on peut penser que c'est une des raisons du fait que la Cour, qui s'était montrée toujours très prudente, sachant que sa légitimité était quand même très faible, quand vous êtes un juge international, s'est lancée maintenant dans une politique très hostile à tout ce qui pourrait être des règles sociales communes, dès lors qu'elles mettent en œuvre des possibilités de solidarité. Ce basculement, on peut le voir aussi dans le cas de la Chine ou de la Russie. Alors la Chine, par exemple, dans la constitution issue de Deng, il est indiqué que nul ne peut troubler l'ordre économique de la société. Et ça rend parfaitement compte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union que nous évoquions à l'instant. Il y a l'idée que vous pouvez avoir des droits sociaux tant que vous ne troublez pas l'ordre économique. Donc l'ordre économique est d'une certaine façon constitutionnalisé. Dans le cas français, il y aurait beaucoup à dire sur cette conversion de la haute fonction publique aux vertus du marché, alors même que notre haute fonction publique n'avait pas forcément les compétences pour se lancer là-dedans. Ça donnait lieu à un certain nombre de désastres financiers qui ont été épongés par les contribuables. Mais on pourrait faire des rapprochements, là je suis plus dans la sociologie administrative que dans le droit, entre ce qui s'est passé par exemple en Union soviétique, où l'oligarchie s'est transformée, je veux dire en peu de temps, en gérante de biens publics, en grand capitaliste privé. Eh bien, on peut voir, toutes choses égales par ailleurs dans le cas français, comment la haute fonction publique était animée par l'idée du grand serviteur de l'État impartial, ce que Pierre Legendre, bien avant Bourdieu a appelé la noblesse d'État, comment cette morale de la noblesse d'État s'est convertie au modèle du marché, mais avec des bénéfices sonnants et trébuchants, parce qu'à partir du moment où vous passez d'une position d'un salaire de haut fonctionnaire à celle d'une entreprise privatisée, évidemment vous gagnez beaucoup plus, donc il y avait un intérêt. Donc on peut voir dans cette évolution, dans la façon dont les choses se passent aujourd'hui à Bercy, dans ce va-et-vient permanent, cette perméabilité entre le monde de la finance et la haute fonction publique française, une manifestation qui peut être comparée avec ce qui s'est passé dans le cadre de l'oligarchie soviétique. Oui.